Une jeune veuve, enceinte de 7 mois, fut arrachée de son lit au milieu de la nuit et jetée dans une maison abandonnée que tous évitaient, sans nourriture, sans eau, sans personne aux alentours. Elle pensait qu'elle allait y mourir seule, son enfant naissant entre ses mains, jusqu'à ce que le propriétaire de ces terres apparaisse et lui fasse une proposition inattendue. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime, car cette histoire vous montrera que parfois, le désespoir nous mène exactement là où nous devons être. Et dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir jusqu'où nos histoires émouvantes voyagent. À la fin du 19e siècle, dans les régions reculées de la France, des histoires comme celle-ci étaient courantes. La campagne bourguignonne, en 1897, était une terre de contrastes violents. Les vastes domaines agricoles s'étendaient à perte de vue. Des mers vertes de richesse pour certains, des océans de sueur et de larmes pour beaucoup. Bien que de grandes transformations sociales aient eu lieu, les structures de pouvoir demeuraient pratiquement intactes. Les grands propriétaires terriens faisaient la loi sur leur domaine. Leurs paroles valaient plus que les documents officiels. Leurs caprices dictaient les destins. Leurs décisions étaient sans appel. Dans les petites villes et les villages qui parsemaient la région agricole, la vie tournait autour des domaines. Ceux qui ne travaillaient pas directement pour les grands propriétaires terriens dépendaient de l'argent qu'ils faisaient circuler. Le curé avait besoin des généreuses donations pour entretenir l'église. L'épicier avait besoin des provisions que les domaines achetaient. Le forgeron avait besoin des chevaux que les fermiers lui amenaient. Toutes et tous gravitaient autour de ces hommes puissants. Pour les femmes de cette époque, l'existence était encore plus restreinte. Une femme célibataire vivait sous la tutelle de son père, une femme mariée sous le joug absolu de son mari, et une veuve. Une veuve était à la merci de la famille de son défunt époux, surtout si elle ne possédait pas de biens propres ou n'avait pas de famille pour la protéger. La loi était claire. Une femme avait besoin d'un homme qui réponde d'elle, qui la représente, qui contrôle ses décisions et sa vie. Catherine Fournier avait 34 ans lorsque son monde s'effondra complètement. C'était une femme de taille moyenne, aux cheveux châtains, qu'elle attachait habituellement en un chignon simple. Son visage avait des traits délicats, mais il y avait une fermeté dans son regard qui révélait une force intérieure. Ses mains étaient fines, mais compétentes, des mains qui savaient coudre, cuisiner, prendre soin d'une maison. Elle portait une robe simple en toile de coton. Rien de luxueux, mais toujours propre et bien entretenu. 6 mois auparavant, Catherine était l'épouse d'Antoine Fournier, un homme de 38 ans, qui travaillait comme contremaître dans un domaine agricole de taille moyenne de la région. Ils s'étaient mariés il y a seulement 2 ans, après que Catherine fut devenue veuve pour la première fois à 29 ans, sans enfant de ce premier mariage. Antoine semblait être un bon parti, travailleur, respecté, issu d'une famille établie dans la région. Le mariage n'était pas de grande passion, mais il avait de la solidité. Antoine assurait la subsistance. Catherine s'occupait de la maison qu'il partageait au fond de la propriété de ses parents. Il y avait un respect mutuel, de la camaraderie au repas, des conversations sur la journée au crépuscule. Lorsque Catherine découvrit qu'elle était enceinte 6 mois auparavant, tous deux accueillirent la nouvelle avec une joie sincère. Ce serait le premier enfant pour tous les deux, une bénédiction après des années d'attente. Mais alors vint l'accident. Antoine aidait à réparer le toit de la maison principale du domaine où il travaillait. C'était un après-midi de travail ordinaire, le soleil intense de la fin février, la chaleur dense qui rendait l'air lourd. Personne ne sait exactement comment cela s'est passé. Certains dirent qu'une planche du toit avait cédé. D'autres jurèrent qu'Antoine avait glissé sur une tuile lâche. Le fait est qu'il tomba d'une hauteur de près de 5 mètres, se cognant la tête sur les pierres de la cour. Catherine se trouvait chez ses beaux-parents, aidant sa belle-mère à préparer le dîner, lorsqu'ils entendirent les cris. Elle courut jusqu'au lieu de l'accident et trouva son mari à terre, du sang s'écoulant d'une profonde coupure au front, les yeux mi-clos, la respiration faible et irrégulière.
Il était encore en vie lorsqu'elle s'agenouilla à ses côtés, lui prenant la main et le suppliant de s'accrocher. Antoine vécut encore 2 heures, ne recouvrant jamais connaissance. Il mourut en milieu d'après-midi, Catherine lui tenant la main, murmurant des prières qu'elle pouvait à peine articuler entre ses sanglots. Elle était enceinte de 3 mois et venait de perdre son second mari. La veillée fut brève, l'enterrement encore plus. La famille Fournier n'était pas encline aux démonstrations exagérées d'émotion. Le père d'Antoine, Joachim Fournier, était un homme dur de 56 ans, avec une moustache grisonnante et des yeux toujours méfiants. Sa mère, Madame Eulalie, était une femme mince et sévère de 52 ans qui souriait rarement. Il y avait aussi 2 des frères et sœurs d'Antoine, Vincent, 35 ans, marié et père de 3 enfants, et Marthe, 28 ans, également mariée. Dans les premiers jours suivant la mort d'Antoine, la famille Fournier traita Catherine avec une froideur polie. Elle continua de vivre dans la petite maison du fond, continua de prendre ses repas avec la famille, continua d'aider aux tâches ménagères. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension qui grandissait chaque jour, des regards qui n'étaient pas exprimés à voix haute, des conversations qui cessaient lorsqu'elle entrait dans la pièce. Ce fut Vincent qui finit par mettre à nu ce que tout le monde pensait. C'était un dimanche soir, 3 semaines après la mort d'Antoine. La famille était réunie pour le dîner, lorsque Vincent, après avoir terminé sa portion de lentilles avec lardon, s'essuya la bouche du revers de la main et regarda Catherine de l'autre côté de la table. « L'accident d'Antoine a eu lieu un vendredi 13, dit Vincent, comme s'il faisait une simple observation. Et il venait de se disputer avec vous ce matin-là, n'est-ce pas ?» Catherine sentit son sang se glacer dans ses veines. Il était vrai qu'elle et Antoine avaient eu une discussion le matin de l'accident, quelque chose de banal au sujet de l'argent pour acheter du tissu pour des vêtements de bébé, mais ils s'étaient réconciliés avant qu'ils ne partent au travail, comme ils le faisaient toujours après toute petite dispute. « Ce n'était pas une vraie dispute, » répondit Catherine calmement, bien que son cœur battait fort. « C'était juste un désaccord sur les dépenses de la maison, une chose de couple. » Vincent inclina la tête, feignant de considérer ses paroles. « C'est étrange, car Jean, qui travaille sur le même domaine, m'a dit qu'Antoine était arrivé ce jour-là très perturbé. Il disait qu'il avait l'esprit ailleurs, préoccupé par des affaires de la maison. »« Qu'insinuez-vous, Vincent ?» demanda Catherine, sentant la colère commencer à bouillir sous sa peau. « Je n'insinue rien, » répondit Vincent, mais ses yeux disaient le contraire. « Je trouve juste curieux que mon frère soit mort juste après s'être brouillé avec son épouse. Un homme distrait commet des erreurs fatales. C'est absurde, dit Catherine, sa voix tremblante d'indignation. Vous savez que j'aimais Antoine. » C'est alors que Joachim le patriarche intervint. Sa voix était basse, mais elle portait le poids d'une sentence. « Catherine, vous devez comprendre notre position. Mon fils est mort. Vous êtes enceinte de 7 mois. Dans quelques mois, vous aurez un enfant à nourrir et vous n'avez pas de moyens de subsistance propre. »« Je peux travailler, » dit Catherine rapidement. « Je peux coudre. Je peux laver le linge. Je peux... »« Vous allez travailler enceinte ?» interrompit Madame Eulalie, sa voix fine comme une lame de rasoir. « Et après, avec un nouveau-né dans les bras, qui va embaucher une veuve avec un bébé ?»« Je me débrouillerai, » insista Catherine, mais sa voix n'avait déjà plus la même fermeté. Vincent se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. « Le problème, Catherine, c'est que vous n'êtes plus notre responsabilité. Antoine est mort. Vous ne faites plus partie de cette famille. » Les mots tombèrent comme des coups physiques. Catherine regarda autour de la table, cherchant un signe de désaccord, une voix qui s'élèverait pour la défendre. Marthe évitait son regard, concentré sur son assiette. Madame Eulalie avait une expression de pierre. Joachim observait simplement, attendant sa réponse. « Je n'ai nulle part où aller, » dit Catherine, et ce fut la première fois qu'une vraie panique colorait sa voix. « Ma famille est morte il y a des années. Je n'ai pas de parents proches. Où espérez-vous que j'aille ?»« Ce n'est pas notre problème, » dit Vincent avec une cruauté désinvolte. « Vous êtes encore jeune, 34 ans.
Vous pouvez trouver un autre mari, peut-être quelqu'un qui acceptera une veuve avec un enfant d'un autre. » Joachim leva la main, faisant taire son fils. « Catherine, nous ne sommes pas des gens cruels. Vous pouvez rester ici jusqu'à la naissance de l'enfant. Mais après cela, vous devrez trouver un autre endroit où vivre. Cette maison est petite et Vincent va faire venir sa famille pour vivre avec nous. Il n'y a pas de place pour vous. » Catherine sentit les larmes lui brûler les yeux, mais ne les laissa pas couler. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir pleurer. Elle se leva de table, les jambes tremblantes, son ventre lourd rendant chaque mouvement un effort, et quitta la maison principale. Elle marcha jusqu'à la petite maison du fond qu'elle avait partagée avec Antoine, ferma la porte et, enfin, laissa les larmes couler. Les semaines suivantes furent d'une tension croissante. Catherine sortait à peine de la petite maison. Elle mangeait peu, dormait encore moins, son ventre continuait de grossir, le bébé bougeant de plus en plus fort en elle. Elle passait les nuits éveillée, une main sur son ventre, se demandant quel avenir aurait cet enfant, où il vivrait, comment elle trouverait de la nourriture, comment elle survivrait seule, sans famille, sans ressources dans une société qui n'avait pas de place pour les femmes sans protection masculine. Catherine tenta de trouver du travail dans le village voisin. Elle frappa à plusieurs portes, offrant ses services de couturière, cuisinière, lavandière, mais toutes les portes se refermèrent. Une femme enceinte et sans mari était vue avec méfiance. Certaines femmes furent directes dans leur refus, disant qu'elles ne voulaient pas de problème chez elles. D'autres dirent simplement qu'elles n'avaient pas besoin d'aide, même quand il était évident qu'elles en avaient besoin. Le curé du village, le père Mathieu, un homme de 60 ans au ventre proéminent et à la voix tonitruante, n'offrit aucune aide non plus. Lorsque Catherine alla le voir, implorant des conseils, il la regarda par-dessus ses lunettes rondes et lui dit qu'elle devrait prier davantage, demander pardon à Dieu pour ses péchés et faire confiance à la providence divine. Il n'offrit pas un seul centime d'aide concrète, ni ne suggéra aucune solution pratique. C'est alors que Catherine réalisa une vérité amère. Elle était complètement seule au monde. Personne ne l'aiderait, personne ne l'accueillerait. Elle était un problème que tout le monde voulait voir simplement disparaître. La situation atteignit ses limites par une froide nuit d'août. Catherine dormait lorsqu'elle entendit de forts coups à la porte de la petite maison. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, et avant qu'elle ne puisse demander qui c'était, la porte s'ouvrit avec violence. C'était Vincent, accompagné de Joachim et de 2 hommes que Catherine ne reconnut pas. « Il est temps pour vous de partir », dit Vincent sans préambule. Catherine sortit du lit avec difficulté, son ventre de près de 8 mois, rendant chaque mouvement laborieux. « Comment ça? Le bébé n'est pas encore né. Votre père a dit que je pouvais rester jusqu'à... » « Nous avons changé d'avis, » interrompit Joachim. « Nous ne voulons pas de vous ici un jour de plus. Prenez vos affaires maintenant. »« Mais où vais-je aller ?» demanda Catherine, la panique évidente dans sa voix. « Il est presque 22 heures, il fait froid, je suis enceinte de 8 mois. »« Il fallait y penser avant, » dit Vincent. « Maintenant, prenez vos affaires ou nous vous emmenons ainsi, juste avec les vêtements que vous avez sur le dos. » Les mains tremblantes, Catherine rassembla ses quelques possessions dans un baluchon. 2 changements de vêtements, un châle de laine, un rosaire, une tasse en étain, quelques chutes de tissu, tout ce qu'elle possédait au monde. Les hommes l'observaient avec des regards durs, sans une once de compassion. Quand elle eut fini, Vincent lui prit le baluchon des mains. « Allons-y, » dit-il, lui tenant le bras avec force. Ils la conduisirent à une vieille charrette qui attendait dehors. Catherine fut pratiquement jetée à l'arrière entre des sacs de provisions et des outils rouillés. Vincent monta à l'avant, prit les rênes et fit avancer le cheval. Joachim et les 2 hommes regardèrent la charrette s'éloigner dans l'obscurité. Le voyage dura près d'1 heure. Catherine tenta de demander où ils allaient, mais Vincent ne répondit pas. Il se contenta de guider la charrette le long de chemins de terre, de plus en plus étroits, de plus en plus éloignés de la civilisation. La lune était presque pleine cette nuit-là, projetant une lumière argentée sur les champs cultivés qui s'étendaient jusqu'à l'horizon.
Finalement, la charrette s'arrêta. Vincent descendit et marcha jusqu'à l'arrière. « Nous sommes arrivés, dit-il, outirant Catherine sans délicatesse. Catherine regarda autour d'elle et sentit la peur lui serrer la gorge. Ils étaient au milieu de nulle part. Devant elle se trouvait une vieille maison, une construction en pisé, qui ne semblait pas avoir été habitée depuis des années. Les murs étaient fissurés, le toit avait des trous visibles, même dans la pénombre. La porte était à moitié tombée. Il n'y avait pas d'autre construction à proximité, juste la forêt dense et les champs cultivés s'étendant au loin. « Qu'est-ce que cet endroit ?» demanda Catherine, sa voix sortant à peine de sa gorge. « C'était la maison de l'ancien régisseur du domaine de Sainte-Croix, » expliqua Vincent avec indifférence. « Elle est abandonnée depuis environ 5 ans. Personne n'y vit, personne n'y vient. C'est parfait pour vous. »« Vous ne pouvez pas me laisser ici, » dit Catherine, la panique se transformant en désespoir. « Il n'y a pas de nourriture, pas d'eau, rien. Je vais mourir ici. Mon enfant va mourir. » Vincent jeta le baluchon de Catherine au sol, devant la porte de la maison. « Il fallait y penser avant de porter malheur à notre famille. Mon frère est mort à cause de vous. Maintenant, vous allez apprendre ce qu'est la vraie souffrance. Vincent, s'il vous plaît. » Catherine tomba à genoux, les larmes coulant librement maintenant. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ayez pitié. Pensez au bébé. C'est le neveu de votre frère. C'est votre sang. »« Ce bâtard n'est pas de notre sang, » cracha Vincent avec dégoût. « Qui sait si c'est vraiment le fils d'Antoine? Vous avez déjà été mariés auparavant. Qui sait ce que vous faisiez quand il n'était pas là ?» La cruauté de ces mots laissa Catherine sans voix. Vincent tourna le dos, remonta dans la charrette et, sans se retourner une seule fois, fit reprendre le chemin au cheval. Le son des roues et des sabots diminua jusqu'à disparaître complètement, englouti par la nuit. Catherine resta là, agenouillée sur la terre froide, écoutant le silence absolu qui l'entourait. Il n'y avait pas de bruit de personne, pas de lumière de maison, rien d'autre que l'obscurité, le froid et la peur. Elle posa ses mains sur son ventre et sentit le bébé bouger, inconscient du désespoir de sa mère. Lentement, Catherine se leva. Ses genoux lui faisaient mal, son dos lui faisait mal, tout lui faisait mal. Elle ramassa le baluchon du sol et poussa la porte de la maison abandonnée. La porte grinça fortement, un son sinistre qui résonna dans la nuit. L'intérieur était complètement sombre. Catherine ne pouvait rien voir, mais elle pouvait sentir l'odeur de moisi. Elle pouvait entendre de petits bruits qui suggéraient des rats ou d'autres animaux. Elle entra doucement, le tâtonnant avec ses mains, jusqu'à trouver un mur. Elle suivit le mur jusqu'à un coin et s'assit là, appuyant son dos contre le mur de pisé froid et humide. Elle s'enroula dans le châle de laine, trop fin pour ce froid doux, et serra son ventre. Catherine ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise dans le coin sombre de la maison abandonnée, écoutant les sons de la nuit, sentant le froid pénétrer ses os, pensant que peut-être Vincent avait raison. Peut-être allait-elle vraiment mourir là, seule, oubliée, et son enfant mourrait avec elle, sans jamais connaître un seul jour de vie. Les premiers rayons de soleil pénétrant par les fissures de la maison abandonnée réveillèrent Catherine. Elle s'était finalement endormie d'épuisement dans les dernières heures avant l'aube, toujours assise dans le coin où elle s'était réfugiée. Son corps était endolori, raide par le froid et la position inconfortable. Son ventre pesait, son dos la lançait, sa gorge était sèche comme du papier de verre. Avec difficulté, Catherine se leva et put enfin voir l'endroit où elle avait été abandonnée. La lumière du jour révélait une construction qui avait été solide un jour, mais qui était maintenant dans un état de décrépitude avancée. La maison avait 2 pièces principales, une pièce plus grande à l'avant et une pièce plus petite à l'arrière. Les murs en pisé présentaient de profondes fissures à plusieurs endroits. Le sol était en terre battue, irrégulier et humide. Le toit de tuiles avait des trous qui laissaient voir le ciel, et il y avait des signes d'infiltration sur les murs, là où l'eau de pluie entrait.
Dans la pièce avant, il y avait des restes de meubles détruits, des morceaux d'une table qui avait pourri, un banc cassé en deux, des éclats de ce qui semblait avoir été de la vaisselle. Des toiles d'araignée couvraient tous les coins. Sur le sol, Catherine pouvait voir des marques de petits animaux, probablement des rats et des putois, qui avaient fait de cet endroit leur refuge. Catherine marcha jusqu'à la porte et regarda dehors. La maison se trouvait dans une petite clairière, entourée d'une végétation dense d'un côté et de rangées interminables de pieds de vigne de l'autre. Aucune autre construction n'était visible. Le chemin de terre par lequel Vincent l'avait amené était mal défini, presque effacé par la végétation qui y poussait. C'était comme si cet endroit avait été délibérément oublié, retiré de la mémoire des gens. La soif et la faim devinrent vite urgentes. Catherine explora les alentours immédiats de la maison et trouva, à son soulagement momentané, un vieux puits à environ 50 mètres de distance. La structure en pierre autour était partiellement effondrée, mais quand elle se pencha et regarda en bas, elle put voir l'éclat de l'eau. Elle n'avait pas de seau, pas de corde. Catherine dut improviser, attachant sa tasse en étain à une bande de tissu qu'elle déchira de sa propre jupe et la baissant lentement jusqu'à ce qu'elle touche l'eau. L'eau était glacée et avait un goût légèrement terreux, mais c'était de l'eau. Catherine but avidement, étanchant la soif qui la tourmentait depuis la nuit précédente. Ensuite, elle remplit la tasse à nouveau et la rapporta à la maison, la rangeant soigneusement. Elle ne savait pas quand elle pourrait en chercher davantage. Quant à la nourriture, il n'y avait rien, absolument rien. Catherine fouilla chaque recoin de la maison, espérant trouver peut-être quelques grains oubliés, une racine, n'importe quoi. Mais la maison était complètement vide. Elle sortit et parcourut le périmètre de la propriété, cherchant des arbres fruitiers, des plantes comestibles, tout ce qu'elle pouvait mettre dans son estomac, qui gargouillait déjà de faim. Elle trouva quelques pruniers sauvages, poussant près de la forêt. Beaucoup des fruits au sol étaient gâtés, mais elle réussit à en cueillir une poignée de ceux qui étaient encore bons sur les branches les plus basses. Elle en mangea quelques-uns sur place, le jus sucré explosant dans sa bouche, et garda le reste dans le pli de son châle. C'était peu, très peu, mais c'était quelque chose. Les jours suivants furent une lutte désespérée pour la survie. Catherine se réveillait avec le soleil, allait chercher de l'eau au puits, cherchait des fruits et des racines comestibles aux alentours. Elle trouva quelques feuilles comestibles poussant près d'un ruisseau qu'elle découvrit à environ 200 mètres de la maison. Les feuilles étaient comestibles, si bien cuites, mais elles n'avaient pas de feu, pas de casserole. Elle tenta de les manger crues et passa le reste de la journée avec des maux d'estomac. Les nuits étaient le pire moment. Le froid d'août était pénétrant dans cette région de la campagne française. Catherine s'enroulait dans le châle fin et ses propres vêtements tremblant dans le coin où elle dormait. Le bébé bougeait constamment en elle, des coups de pied et de poing d'un enfant qui grandissait même au milieu de la privation. Elle parlait au bébé pendant les longues nuits solitaires, une main sur son ventre, promettant qu'elle trouverait un moyen de survivre, qu'elle ne laisserait pas cet enfant mourir avant même d'être né. Le 4e jour, Catherine trouva une colonie de certaines grosses fourmis comestibles près de la maison. Elle se rappela des histoires qu'elle avait entendues de gens de la campagne qui mangeaient ces grosses fourmis, disant qu'elles étaient nutritives. Avec un dégoût initial, mais poussé par une faim croissante, elle réussit à en capturer quelques-unes et, fermant les yeux, les mangea. Le goût était étrange, terreux, mais c'était des protéines. C'était quelque chose de solide dans son estomac vide. Elle tenta aussi de faire du feu, ramassant des brindilles sèches et essayant la vieille technique de frottement qu'elle avait vue des hommes utiliser. Mais ses mains, peu habituées à ce genre de travail, ne firent que se blesser et se meurtrir. Le feu ne venait pas. Elle abandonna après des heures, les paumes à vif, pleurant de frustration. Une semaine s'était écoulée depuis qu'elle avait été abandonnée là. Catherine était plus mince, malgré son gros ventre. Son visage était pâle, avec de profondes cernes. Ses vêtements, autrefois propres et soignés, étaient salis de terre et déchirés par endroits, à force de marcher dans les broussailles à la recherche de nourriture.
Elle commençait à accepter une terrible vérité. Peut-être ne survivrait-elle pas là. Peut-être Vincent avait-il obtenu ce qu'il voulait. Peut-être cette maison abandonnée était-elle vraiment son tombeau. Ce fut le matin du 8e jour que tout changea. Catherine était accroupie près du ruisseau, se lavant le visage avec l'eau froide, lorsqu'elle entendit un son qu'elle n'avait pas entendu depuis des jours. Des sabots de cheval. Son cœur s'emballa. Était-ce Vincent qui revenait? Était-ce quelqu'un de la famille Fournier venant confirmer si elle était déjà morte? Elle se leva rapidement, le mouvement brusque lui faisant tourner la tête un instant à cause du vertige. À travers les arbres, elle vit un cavalier s'approcher par l'ancien chemin. Ce n'était pas Vincent, c'était un homme plus âgé, monté sur un grand cheval bien entretenu. Il portait des vêtements de qualité, un pantalon d'équitation, une chemise blanche, un gilet sombre, un chapeau à larges bords. Il y avait de l'autorité dans sa posture, dans la manière dont il tenait les rênes, dans la façon dont son regard balayait le terrain. L'homme vit Catherine en même temps qu'elle le vit. Il tira sur les rênes, faisant s'arrêter le cheval, et l'observa un long moment. Catherine resta immobile, ne sachant si elle devait courir, se cacher ou simplement attendre. Une partie d'elle n'avait plus l'énergie, même pour fuir. L'homme descendit de cheval avec l'aisance de quelqu'un habitué à monter depuis l'enfance. Il était grand, devait avoir environ 48 ou 50 ans. Il avait les cheveux grisonnants aux tempes, une moustache bien taillée, un visage marqué par des rides qui témoignaient d'années passées sous le soleil ardent. Ses yeux étaient sombres, perçants, mais non cruels. Il y avait en eux plus de curiosité que d'hostilité. « Bonjour » dit-il, sa voix grave et contrôlée. « Allez-vous bien ?» C'était une question si absurde, étant donné les circonstances, que Catherine faillit rire. Elle était visiblement loin d'aller bien, sale, maigre, enceinte, seule sur une propriété abandonnée. Mais quelque chose dans la voix de l'homme, dans le ton sincère de la question, fit monter les larmes à ses yeux. « Non » répondit-elle simplement, sa voix rauque de n'avoir pas beaucoup parlé ces derniers jours. « Je ne vais pas bien. » L'homme fit un pas vers elle, puis s'arrêta comme s'il ne voulait pas l'effrayer. « Que faites-vous ici? Cette propriété est abandonnée depuis des années. Personne n'y vit. »« On m'a amené, » dit Catherine, essuyant ses larmes du revers de sa main sale. « On m'a jeté ici. On m'a dit de mourir ici. » L'expression de l'homme changea. La curiosité fit place à quelque chose de plus sombre, une colère contenue. « Qui a fait cela? Qui vous a amené ici ?» Catherine hésita. Une partie d'elle avait peur de parler, peur des conséquences. Mais une autre partie, celle qui était trop fatiguée pour avoir peur, laissa simplement tout s'échapper. « La famille de mon mari. Mon mari est mort il y a 2 mois dans un accident. Ils m'ont blâmé. Ils ont dit que je portais malheur. Ils m'ont chassé et m'ont amené ici au milieu de la nuit. Ils m'ont abandonné ici sans nourriture, sans rien. » L'homme resta silencieux un instant, assimilant ces informations. Puis il demanda « Comment vous appelez-vous »« Catherine. Catherine Fournier. »« Catherine. Mon nom est Auguste Dubois. Je suis propriétaire du domaine de Sainte-Croix. Cette propriété où vous vous trouvez, cette maison fait partie de mes terres. » Catherine sentit son cœur se serrer. Il était le propriétaire. Il allait la chasser aussi. Elle n'avait nulle part où aller, mais il allait la renvoyer de toute façon. « Je ne savais pas, » dit-elle rapidement. « Je ne savais pas que c'était votre propriété. Ils m'ont juste laissé ici. Je peux partir. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour... »« Vous êtes enceinte, » interrompit Auguste, non pas comme une question, mais comme une constatation. « De combien de mois ?»« 8 mois, presque 9. Et vous êtes ici seule, depuis 1 semaine, sans nourriture adéquate, sans aide. » Catherine se contenta de hocher la tête, incapable de parler sans s'effondrer complètement. Auguste passa une main sur son visage, un geste de quelqu'un qui tente de maîtriser une profonde colère. Puis, il regarda Catherine à nouveau, et il y avait une décision dans ses yeux. « Venez avec moi. »« Comment? Vous voulez que je vienne avec vous au domaine ?
Je ne laisserai pas une femme enceinte mourir de faim sur mes terres. Ce serait une honte que je ne porterais pas. Catherine ne savait que dire. Serait-ce un piège? Plus de cruauté déguisée en gentillesse. Mais en regardant dans les yeux d'Auguste Dubois, elle ne vit pas de malice, elle ne vit que de la fermeté et quelque chose qui ressemblait à de la décence. Mais vos employés, votre famille, l'accepteront-ils? Je suis le propriétaire du domaine de Sainte-Croix. Ce que je décide est fait, dit Auguste avec une autorité tranquille. Maintenant venez. Vous avez besoin de manger, de vous laver, de soins appropriés avant que ce bébé ne naisse. Il l'aida à monter sur le cheval, l'installant devant tandis qu'il montait derrière, tenant les rênes. Catherine se retint comme elle put, sentant la fermeté du corps de l'homme derrière elle, la maintenant en sécurité sur la selle. C'était la première fois en une semaine qu'elle n'était pas seule, et la sensation était si accablante qu'elle dut fermer les yeux pour contenir ses larmes. La chevauchée jusqu'à la maison principale du domaine de Sainte-Croix dura environ 20 minutes. Le chemin passait par de vastes champs cultivés, puis par des pâturages, où le bétail paissait tranquillement. Finalement, la grande maison apparut au sommet d'une douce élévation. C'était une imposante construction à 2 étages, avec une large véranda, de grandes fenêtres, un toit de tuiles bien entretenu. Il y avait des jardins tout autour, des arbres touffus offrant de l'ombre, une large cour en terre battue où des poules picoraient librement. Auguste aida Catherine à descendre de cheval. Elle était étourdie, ses jambes faibles, et il dut la tenir par le bras pour qu'elle ne tombe pas. Une femme âgée sortit en courant de la maison en le voyant arriver. Elle était mince, aux cheveux complètement blancs attachés en chignon, le visage ridé, mais les yeux toujours vifs et alertes. Elle portait une robe sombre simple et un tablier blanc. « Madame Julie !» appela Auguste. « J'ai besoin de votre aide. Voici Catherine. Elle est enceinte de 8 mois et a été abandonnée sans nourriture ni eau dans l'ancienne maison du régisseur. Elle a besoin de soins urgents. » Madame Julie regarda Catherine avec un mélange de choc et de compassion. « L'ancienne maison ? Cet endroit est abandonné depuis des années. Qui ferait une chose pareille à une femme enceinte ? Je le découvrirai plus tard, dit Auguste d'une voix qui promettait des conséquences. Pour l'instant, occupez-vous d'elle. Bain chaud, nourriture légère, vêtements propres et appelez le docteur Henri. Je veux qu'il l'examine dès aujourd'hui. Oui, monsieur. Madame Julie prit immédiatement Catherine par le bras, la guidant avec douceur à l'intérieur de la maison. Venez, ma fille, nous allons prendre soin de vous. Catherine regarda une fois en arrière, voyant Auguste la regarder entrer dans la maison. Il y avait quelque chose dans son regard qu'elle ne pouvait déchiffrer. Inquiétude, colère face aux injustices qu'elle avait subies, ou quelque chose de plus. À l'intérieur de la grande maison, Catherine fut conduite à une chambre située au fond du rez-de-chaussée. C'était simple, mais propre, avec un vrai lit recouvert de drap blanc. Il y avait une commode, une chaise, une petite table avec une bassine et une cruche d'eau. Pour quelqu'un qui avait passé 1 semaine à dormir sur le sol en terre battue, cela ressemblait à un palais. Madame Julie prépara un bain tiède dans une baignoire en bois, ajoutant des herbes qui emplirent l'air d'un arôme apaisant. Catherine s'immergea dans l'eau avec un soupir de soulagement si profond qu'il ressemblait presque à un sanglot. L'eau s'assombrit rapidement avec la saleté accumulée depuis des jours. Madame Julie l'aida à laver ses cheveux, à lui frotter le dos, la traitant avec la tendresse d'une mère s'occupant de sa fille. Après le bain, Catherine enfila une chemise de nuit propre que Madame Julie lui apporta. Elle s'assit sur le lit et la domestique apporta un plateau avec de la nourriture, un bouillon de poulet tiède, du pain frais avec du beurre, un verre de lait. Madame Julie lui conseilla de manger lentement, en petite quantité, pour ne pas surcharger son estomac qui avait été vide si longtemps. Chaque cuillerée de ce bouillon était comme une bénédiction. Catherine mangea lentement, savourant chaque gorgée, sentant la nourriture réchauffer son corps de l'intérieur. Quand elle eut fini, elle se pencha sur les oreillers propres et pour la première fois en plus d'1 semaine, s'autorisa à se détendre.
Elle sentit le bébé bouger en elle, un mouvement fort et sain, comme si l'enfant était également reconnaissant pour la nourriture enfin reçue. Le docteur Henry arriva en fin d'après-midi. C'était un homme d'âge moyen, avec des lunettes rondes et des manières douces. Il examina Catherine attentivement, écoutant les battements du cœur du bébé, palpant son ventre pour sentir la position de l'enfant, posant des questions sur sa santé générale. « L'enfant va bien », annonça-t-il finalement, « miraculeusement bien considérant les circonstances. Vous êtes forte, Catherine. Votre corps a protégé ce bébé même dans des conditions terribles. Mais vous avez besoin de repos maintenant, une bonne alimentation, pas d'effort. Ce bébé pourrait naître à tout moment dans les prochaines semaines. » Après le départ du docteur, Auguste frappa à la porte de la chambre. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il, restant respectueusement à l'extérieur jusqu'à ce qu'elle réponde. « Oui, » dit Catherine, tirant la couverture jusqu'à sa poitrine, soudain consciente de la situation étrange dans laquelle elle se trouvait. Elle était dans la maison d'un homme qu'elle connaissait à peine, portant des vêtements empruntés, ayant été secourue comme si elle était une mendiante trouvée sur le chemin. Auguste entra mais resta près de la porte, gardant une distance respectable. « Comment vous sentez-vous »« Mieux, beaucoup mieux. Merci, monsieur Dubois, pour tout. Pour la nourriture, pour le bain, pour m'avoir amené ici. Je ne sais pas comment je vous remercierai. »« Vous ne me devez rien, » interrompit Auguste. « Ce qu'ils vous ont fait était cruel et inhumain. Aucune personne décente ne laisserait passer cela sans rien faire. » Catherine baissa les yeux, les larmes menaçant de couler à nouveau. Elle n'était pas habituée à la gentillesse. Au cours des derniers mois, elle n'avait connu que le rejet, les accusations, la cruauté. La gentillesse de cet homme la désarmait complètement. « Catherine, j'ai besoin de vous poser quelques questions, » dit Auguste, tirant une chaise et s'asseyant mais gardant une distance respectable. « Vous avez dit que la famille de votre mari vous avait amené à cette maison. Quel est le nom de cette famille ? » Fournier. Joachim Fournier et ses enfants, Vincent et Marthe. Ils habitent près du village de Saint-Georges-sur-Clermont. Auguste hocha la tête comme s'il gravait ces noms dans sa mémoire. « Et vous n'avez pas de famille propre ? Personne qui puisse vous aider ? » « Non, mes parents sont morts quand j'étais jeune. Je n'ai pas de frères et sœurs, pas de tantes, d'oncles ou de cousins proches. J'ai été marié 2 fois. Mon premier mari est mort il y a 5 ans. Le second, Antoine, est mort il y a 2 mois. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Ils m'ont blâmé pour sa mort. Ils ont dit que je portais malheur. »« Et c'est le cas ?» demanda Auguste, la regardant directement dans les yeux. Catherine soutint son regard et répondit avec fermeté « Non, Antoine est tombé d'un toit. C'était un accident, mais ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer et j'étais la cible la plus facile. » Auguste l'étudia un long moment, puis soupira comme s'il avait pris une décision. « Catherine, vous pouvez rester ici jusqu'à la naissance du bébé. Après cela, nous parlerons de l'avenir. Mais pour l'instant, vous êtes sous ma protection. Personne ne vous fera de mal tant que vous serez dans cette maison. Je ne sais comment vous remercier. Inutile de me remercier. Reposez-vous simplement et prenez soin de vous et de ce bébé. » Il se leva pour partir, puis s'arrêta à la porte et se retourna. « Une dernière chose. Vous mangerez avec Madame Julie dans la cuisine. Il n'est pas approprié que vous mangiez dans le salon principal avec moi, n'étant ni parente ni employée formelle. J'espère que vous comprenez. »« Je comprends, » dit Catherine. C'était l'ordre naturel des choses à cette époque. Une femme seule, sans position sociale définie, n'avait pas sa place à la table d'un propriétaire terrien célibataire. Cette nuit-là, Catherine dormit dans un vrai lit pour la première fois en plus d'1 semaine. Ses rêves étaient confus, mêlant l'horreur de la maison abandonnée à l'étrangeté d'être dans le domaine d'un inconnu. Mais quand elle se réveilla le lendemain matin, avec le soleil entrant par la fenêtre et l'odeur de café frais venant de la cuisine, elle sut que quelque chose avait fondamentalement changé dans sa vie. Elle ne savait pas encore que ce changement serait bien plus grand et plus surprenant que tout ce qu'elle pouvait imaginer. Les jours suivants, au domaine de Sainte-Croix, se passèrent dans une routine tranquille que Catherine n'avait pas connue depuis longtemps.
Elle se réveillait au chant du coq, prenait son petit déjeuner avec Madame Julie dans la cuisine spacieuse et odorante, passait les matinées à se reposer ou à se promener lentement dans le jardin. Quand le soleil n'était pas trop fort, les après-midi étaient consacrés à de petits travaux de couture que Madame Julie lui apportait, plus pour l'occuper que par réelle nécessité. Catherine ne voyait Auguste Dubois que de loin pendant la journée. Il partait tôt pour superviser le travail au domaine et revenait au crépuscule, couvert de la poussière du chemin, le visage marqué par la fatigue d'une journée entière sous le soleil. Parfois, leurs regards se croisaient lorsqu'il passait par le jardin et il hochait la tête en un salut respectueux avant de poursuivre son chemin. Madame Julie était une compagne constante et accueillante. Elle avait 63 ans et travaillait pour la famille Dubois depuis sa jeunesse. Elle avait servi les parents d'Auguste, puis s'était occupée de lui enfant, et continuait maintenant dans la maison comme gouvernante, cuisinière, et selon ses propres mots, comme la seule personne qui pouvait dire à son patron quand il était têtu. Elle raconta à Catherine un après-midi, alors qu'elle préparait des confitures de coing, l'histoire de l'épouse d'Auguste. Madame Hélène était une femme magnifique, dit Madame Julie avec nostalgie dans la voix. Des cheveux noirs, des yeux verts, un rire qui emplissait la maison. Le maître était fou d'elle. Ils se marièrent quand il avait 25 ans et elle seulement 18. Ils furent heureux pendant 20 ans. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda Catherine, coupant les coins en morceaux uniformes. « La fièvre. » Madame Julie soupira. « Il y a 2 ans. Ça a commencé comme un simple rhume. Puis ça s'est aggravé rapidement. En 1 semaine, elle délirait. En 2, elle était morte. Le docteur Henry a dit que c'était une pneumonie. Le maître n'a pas quitté sa chambre un seul instant, mais ça n'a servi à rien. Dieu l'a rappelé à lui. Eurent-ils des enfants? Non. Ce fut une tristesse pour tous les deux. Madame Hélène tomba enceinte 3 fois, mais les perdit toutes. Après la 3e fois, le docteur dit qu'il était dangereux de réessayer. Alors, ils restèrent seuls tous les deux jusqu'à ce qu'elle parte et qu'ils se retrouvent complètement seuls. Catherine sentit un pincement de tristesse pour l'homme qui l'avait secouru. Elle comprenait mieux maintenant la solitude qu'elle voyait dans ses yeux, le poids qu'il portait sur ses épaules. Il connaissait la perte aussi bien qu'elle. « Les gens du village parlent beaucoup de lui », demanda Catherine. La curiosité est quelque chose de plus colorant sa voix. « Ils en parlent », répondit Madame Julie, avec un sourire entendu. Ils disent qu'il doit se remarier. Les veuves et les jeunes filles de bonne famille ne cessent d'inventer des excuses pour lui rendre visite. Mais il les traite avec une politesse froide et ne leur donne jamais d'ouverture. Je pense qu'il aime encore trop sa défunte épouse pour penser à une autre femme. Catherine ne répondit pas, mais elle continua de penser à ces mots le reste de la journée. Ce fut un samedi matin, 2 semaines après son arrivée au domaine, que tout changea. Catherine était dans le jardin, assise sur un banc de bois, sous un arbre touffu, quand Auguste s'approcha. Il ne portait pas ses vêtements de travail habituels, mais des tenues plus formelles. Un pantalon sombre, une chemise blanche empesée, un gilet. Il semblait avoir quelque chose d'important en tête. « Catherine, puis-je vous parler ?» demanda-t-il, sa voix plus sérieuse que d'habitude. « Bien sûr, monsieur Dubois. » Il s'assit à côté d'elle sur le banc, mais garda une distance respectable. Il resta silencieux un instant, comme s'il organisait ses pensées. Puis il commença à parler. « Catherine, cela fait 2 semaines que vous êtes ici. Le docteur Henry dit que le bébé pourrait naître à tout moment. Vous êtes maintenant en bonne santé, remise des privations que vous avez subies. Cela me rend heureux. Dadé, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi, dit Catherine sincèrement. Sans votre aide, mon enfant et moi serions morts. Auguste hocha la tête, acceptant les remerciements, mais il y avait quelque chose de plus lourd dans son expression. C'est de cela que je dois parler, de ce qui se passera après la naissance du bébé. Catherine sentit un pincement au cœur. Ça y était, il allait la renvoyer. Il avait été gentil, il lui avait donné le temps de se remettre, mais maintenant il voulait récupérer sa maison, sa routine normale, sans une étrangère occupant de l'espace. Je comprends.
dit-elle rapidement, essayant de garder sa voix ferme. Je partirai dès que je pourrai me déplacer avec le bébé. Je n'abuserai plus de votre hospitalité. Oh, ce n'est pas cela, dit Auguste se tournant pour la regarder directement. Catherine, avez-vous pensé à ce qui se passera quand vous partirez d'ici? Où irez-vous? Comment subviendrez-vous aux besoins d'un nouveau-né? Catherine ouvrit la bouche pour répondre, mais n'eut pas de réponse. La vérité était qu'elle avait évité d'y penser, repoussant le problème vers un avenir indéfini, car il n'y avait pas de solution. « Je trouverai du travail », dit-elle finalement, mais même à ses propres oreilles, cela sonnait peu convaincant. « Je peux coudre, je peux cuisiner, je peux... » « Personne n'embauchera une femme avec un nouveau-né, » interrompit Auguste, mais non sans cruauté, juste avec la fermeté de celui qui connaît la réalité. « Vous le savez aussi bien que moi. Et même si vous trouviez du travail, qui s'occuperait de l'enfant pendant que vous travaillez? Comment pourriez-vous payer un logement et de la nourriture avec ce que vous gagnez? Alors, que suggérez-vous? Demanda Catherine, une pointe de désespoir entrant dans sa voix. Que j'aille dans un asile, que je confie mon enfant à quelqu'un d'autre pour qu'il l'élève? Non. Auguste prit une profonde inspiration, comme s'il était sur le point de sauter d'une falaise. Je vous suggère de m'épouser. Le silence qui suivit fut si complet que Catherine put entendre son propre cœur battre. Elle était sûre d'avoir mal entendu. Il n'était pas possible qu'il ait dit cela. Quoi? Parvint-elle enfin à demander, sa voix sortant à peine de sa gorge. Je vous propose le mariage, dit Auguste, gardant sa voix contrôlée, comme s'il discutait d'un contrat commercial. Un mariage de convenance, pour être clair. Je ne parle pas d'amour ou de romance. Je parle d'une solution pratique à un problème qui nous bénéficierait à tous les deux. Catherine le fixa, essayant d'assimiler cela. « Monsieur Dubois, êtes-vous fou? Je suis une veuve enceinte, et pauvre, sans famille, sans rien à offrir. Vous êtes un propriétaire terrien riche et respecté. Pourquoi? » « Laissez-moi vous expliquer, » interrompit Auguste. « Depuis que mon épouse est décédée il y a 2 ans, je vis sous une pression sociale constante. On dit qu'il n'est pas naturel pour un homme de mon âge de vivre seul, que j'ai besoin d'une épouse pour gérer la maison, pour perpétuer le nom de la famille. Les commérages sont incessants, des femmes apparaissent ici avec les excuses les plus absurdes, toutes intéressées à devenir la prochaine Madame Dubois. » Catherine commençait à comprendre, mais cela semblait toujours irréel. « Et vous voulez m'épouser pour faire cesser les commérages? » Partiellement, admit-il. « Mais il y a plus. Cette maison est vide. » Catherine, silencieuse. Madame Julie fait ce qu'elle peut, mais elle vieillit. La maison a besoin d'une maîtresse, de quelqu'un qui s'en occupe vraiment. Et moi, il marqua une pause, quelque chose de douloureux traversant son visage. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Mon épouse et moi avons essayé, mais nous n'avons jamais réussi. Elle a perdu 3 bébés. Vous voir ici, portant une vie, m'a fait réaliser que c'est peut-être ma seule chance d'avoir à nouveau une famille. Mais ce ne serait pas votre enfant, dit Catherine. Ce serait l'enfant de mon défunt mari, qui ne connaîtra jamais son père biologique. Auguste répondit, « Cet enfant a besoin d'un père, Catherine, et vous avez besoin d'un mari qui vous donnera respectabilité, protection, un nom. Pensez-y, si vous m'épousez avant que le bébé ne naisse, cet enfant sera enregistré comme le mien, aura mon nom de famille, grandira comme héritier du domaine de Sainte-Croix, aura une éducation, un avenir, tout ce que vous ne pouvez pas lui donner seul. » Catherine posa ses mains sur son ventre, sentant le bébé bouger. La proposition était absurde, impossible, complètement en dehors de tout ce qu'elle aurait pu imaginer, mais elle était aussi pratique, sensée, d'une manière étrange. Elle résolvait tous ses problèmes, donnait à son enfant un avenir qu'elle ne pourrait jamais lui offrir. « Et qui gagneriez-vous » demanda-t-elle, « outre de faire cesser les commérages? J'y gagne une maison bien tenue, j'y gagne de la compagnie à table, j'y gagne un enfant à élever et à qui laisser mon héritage, et j'y gagne la paix, Catherine, la paix de vivre sans pression sociale, sans femme me poursuivant par intérêt. Vous ne me devez pas d'amour,
Rien d'autre que le respect et une gestion compétente de cette maison. Ce serait un vrai mariage, demanda-t-elle, sentant son visage rougir. Je veux dire, ce serait un mariage sur le papier et aux yeux de la société. Auguste répondit, comprenant ce qu'elle ne pouvait demander directement. Nous aurions des chambres séparées. Je n'attendrai rien de vous, si ce n'est d'être la maîtresse de cette maison. Si à l'avenir quelque chose changeait entre nous, ce serait par choix mutuel, non par obligation. Catherine regarda cet homme qui l'avait sauvée, qui offrait maintenant le salut une fois de plus, mais d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. C'était de la folie, c'était scandaleux, mais c'était aussi la seule véritable issue qu'elle avait. « Les gens parleront, dit-elle. Ils diront que vous avez épousé une profiteuse, que je vous ai séduit, que... » « Laissez-les parler, dit Auguste avec fermeté. J'ai appris il y a longtemps qu'on ne peut pas contrôler ce que les gens disent. On ne peut que vivre avec ses propres décisions et être en paix avec elles. Ma décision est prise. La question est, quelle est la vôtre? Catherine resta silencieuse un long moment. Son cœur battait fort, son esprit tournait en rond. Elle pensa à son enfant, à l'enfant qui allait bientôt naître. Elle pensa à l'avenir incertain qu'elle aurait si elle refusait. Elle pensa à la proposition impossible qui lui était faite. « J'accepte, dit-elle finalement, sa voix tremblante mais ferme. « J'accepte de vous épouser. » Auguste laissa échapper un soupir qui semblait porter le poids de nombreuses inquiétudes. « Alors, c'est décidé. Je parlerai au père Mathieu dès aujourd'hui. Nous devons nous marier avant que le bébé ne naisse, afin qu'il n'y ait aucun doute sur la paternité aux yeux de la loi et de l'Église. » Le père Mathieu? Catherine sentit un frisson de peur. « Il me connaît. Il sait que je suis veuve depuis peu de temps. Et j'aurai des réponses, dit Auguste avec la confiance de quelqu'un habitué à ce que sa volonté soit faite. Laissez-moi faire. » Ce même après-midi, Auguste se rendit à cheval au village pour parler au père Mathieu. Il revint au crépuscule avec une expression sombre. « Le curé a fait des objections, dit-il avec fermeté. Il a dit que c'était indécent, et que je devrais attendre au moins 1 an de deuil pour mon épouse, que vous devriez attendre au moins 1 an de deuil pour votre mari. Il a dit que les gens en diraient du mal. » « Et qu'avez-vous répondu ?» demanda Catherine, la peur lui serrant la poitrine. « Je lui ai rappelé que mon épouse défunte était partie il y a 2 ans. Pas un. Je lui ai également rappelé que je faisais les plus grandes donations pour la rénovation du toit de l'église. Et je lui ai rappelé, enfin, que je ne lui demandais pas sa permission, je l'informais de ma décision. Il célébrera la cérémonie lundi prochain. » Catherine pouvait à peine y croire. Lundi, dans 3 jours. En 3 jours, elle cesserait d'être Catherine Fournier, une veuve sans perspective, et deviendrait Catherine Dubois, l'épouse de l'un des hommes les plus riches de la région. La nouvelle du mariage explosa dans le village comme une bombe. Toute cette semaine-là, les commérages furent incessants. On disait que Catherine était une profiteuse qui avait séduit le propriétaire. On disait que le bébé était le sien et que tout le reste était un mensonge pour dissimuler un scandale. On disait qu'elle avait pratiqué la sorcellerie pour le conquérir. On disait qu'il était devenu fou de solitude. Mais Auguste ignora tout cela avec la tranquillité de celui qui est sûr de ses décisions. Il continua sa routine normale, partant tôt pour superviser le domaine, revenant au crépuscule. La seule différence était qu'il dînait désormais avec Catherine dans le salon principal, et non plus seul. Les repas furent initialement silencieux et inconfortables. Catherine ne savait que dire, comment se comporter. Auguste semblait également mal à l'aise avec la nouvelle dynamique, mais peu à peu, ils commencèrent à converser. De petites choses au début, sur le temps, sur le travail au domaine, sur les plans pour la récolte. Ce fut Madame Julie qui brisa définitivement la glace un soir, près de 2 semaines après le mariage. Elle entra dans la salle à manger, les mains sur les hanches, et dit « Vous deux,
Vous ressemblez à deux étrangers vivant dans la même maison. Quelle bêtise! Vous êtes maintenant la maîtresse de cette maison, Madame Catherine. Commencez à agir comme telle. Et vous, monsieur, devez cesser de traiter votre propre épouse comme si elle était une invitée temporaire. Le silence après ce coup de gueule fut rompu par quelque chose d'inattendu. Auguste rit. Ce fut un rire sincère. Le premier que Catherine lui avait entendu. « Vous avez raison, Julie, comme toujours. » Il regarda Catherine. « Désolé si j'ai été distant. Je ne sais pas très bien comment faire fonctionner cela. »« Moi non plus, » admit Catherine, et pour la première fois, elle sentit un vrai sourire se dessiner sur ses lèvres. « Mais peut-être pouvons-nous le découvrir ensemble. » Ce fut à partir de cette nuit-là que les choses commencèrent à changer. Les conversations au dîner devinrent plus longues, plus naturelles. Auguste commença à demander l'avis de Catherine sur les affaires de la maison, sur les améliorations qui pourraient être apportées. Catherine, à son tour, commença à prendre des décisions sans peur, réorganisant la cuisine, les chambres d'amis, plantant des herbes médicinales dans le jardin. C'est justement quand les choses commençaient à s'installer que le problème arriva. Et il arriva sous la forme de Vincent Fournier. Vincent Fournier apparut par un après-midi chaud de septembre, chevauchant le long du chemin qui menait au domaine de Sainte-Croix, comme s'il avait tout le droit d'être là. Catherine était dans le jardin, arrosant les jeunes pousses de romarin qu'elle avait plantées la semaine précédente, lorsqu'elle entendit le son des sabots. Son cœur se glaça, en reconnaissant la silhouette de son beau-frère monté sur un cheval maigre. Il descendit de cheval avec arrogance, attachant le cheval à un poteau et marchant vers elle, sans attendre d'invitation. Vincent avait la même expression de dédain que Catherine se rappelait de cette terrible nuit où il l'avait abandonnée dans la vieille maison. « Alors c'est vrai, » dit-il, la regardant de haut en bas. « La misérable veuve a épousé un riche propriétaire terrien. Quelle chance pour vous, belle-sœur! Ou n'était-ce pas de la chance? »« Que voulez-vous ici, Vincent ?» demanda Catherine, gardant sa voix ferme, malgré la peur qu'elle ressentait. « Je suis venu chercher ce qui m'appartient de droit, » répondit-il, croisant les bras. « Ce bébé que vous portez est l'enfant de mon frère. C'est du sang Fournier. J'ai des droits sur cet enfant. »« Vous n'avez aucun droit, » dit Catherine, une main protectrice sur son ventre. « Vous m'avez abandonné à la mort. Vous avez renoncé à tout droit lorsque vous m'avez jeté dans cette maison sans nourriture ni eau. » C'est alors que la voix d'Auguste coupa l'air comme une lame. « Et pourtant, vous avez eu l'audace de venir sur ma propriété sans y être invité. » Vincent se retourna et vit Auguste marcher vers eux, venant des écuries. Le propriétaire n'était pas armé. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa manière de se mouvoir, qui fit que Vincent recula involontairement d'un pas. « Monsieur Dubois. » Vincent tenta de prendre un ton respectueux, mais ne put dissimuler complètement son hostilité. « Je suis juste venu parler d'une affaire de famille. »« Cette femme n'est plus votre famille, » dit Auguste, se positionnant aux côtés de Catherine. « C'est mon épouse. Et l'enfant qu'elle porte sera ma fille ou mon fils aux yeux de la loi. Vous n'avez rien à voir avec cela. »« C'est absurde, » explosa Vincent, sa vraie nature émergeant. « Cet enfant est du sang de mon frère. Vous ne pouvez pas simplement faire comme si ce n'était pas le cas. »« Je peux et je le ferai, » répondit Auguste froidement. « Vous avez abandonné une femme enceinte à la mort. Vous n'avez aucun droit moral ni légal sur elle ou sur l'enfant. Et si vous êtes apparu ici, pensant extorquer de l'argent ou causer des problèmes, vous vous trompez lourdement. » Vincent réalisa qu'il ne pourrait pas intimider Auguste, comme il l'avait fait avec Catherine. Il changea de tactique, essayant de faire appel à la raison. « Écoutez, monsieur Dubois, soyons pratiques. Toute cette situation est étrange. Les gens parlent. Ils disent qu'il y a quelque chose de louche dans ce mariage précipité. Si je commence à répandre que l'enfant est de mon frère, et que vous l'avez épousé juste pour couvrir un scandale. »« Si vous faites cela, » interrompit Auguste, sa voix basse mais chargée de menace,
J'utiliserai tout mon pouvoir et mon influence pour vous détruire, vous et votre famille. Je veillerai à ce que personne dans la région ne fasse affaire avec vous. Je veillerai à ce que votre père perde son emploi sur le domaine de Monsieur Dupont. Je vous rendrai la vie si misérable que vous souhaiterez n'avoir jamais entendu mon nom. » Le silence qui suivit fut lourd. Vincent regarda Auguste, puis Catherine, calculant ses options. Finalement, il réalisa qu'il menait une bataille perdue. « Cela ne restera pas ainsi, » dit-il, mais sa voix n'avait déjà plus la même conviction. « Un jour, cette vérité éclatera au grand jour. »« La vérité a déjà éclaté, » dit Auguste. « La vérité est que vous êtes un homme cruel qui a abandonné une femme enceinte à la mort. C'est cette vérité que je répandrai si vous ne quittez pas ma propriété tout de suite et ne revenez jamais. » Vincent cracha par terre, un dernier geste de défi impuissant, puis il monta sur son cheval et partit au galop, soulevant un nuage de poussière. Catherine réalisa qu'elle tremblait. Auguste posa une main douce sur son épaule. « Tout va bien, il ne reviendra pas, et même s'il revient, il n'a aucun pouvoir sur vous ou l'enfant. »« Merci, » dit Catherine, sa voix tremblante. « Merci de m'avoir défendu. »« Vous êtes mon épouse, » dit Auguste simplement. « Vous défendre n'est pas une faveur, c'est une obligation. Et plus que cela, c'est la bonne chose à faire. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis le mariage, Catherine et Auguste parlèrent vraiment. Ils s'assirent sur la véranda après le dîner, observant les étoiles qui parsemaient le ciel sombre. Et elle lui raconta tout. Elle lui raconta son premier mariage, la mort de ce mari, sa rencontre avec Antoine et l'espoir d'avoir enfin des enfants. Elle lui raconta l'accident, les accusations injustes, la peur qu'elle ressentait chaque jour dans la maison des Fournier. Auguste, à son tour, parla d'Hélène, sa défunte épouse, de la façon dont ils s'étaient rencontrés à une fête, des 20 années heureuses qu'ils avaient eues ensemble, de la douleur de la perdre, des 3 bébés qui n'avaient jamais vu le jour, du vide que ces pertes avaient laissé. « Parfois je me demande si cet enfant que vous portez n'est pas un cadeau, » dit Auguste, regardant le ciel étoilé. « Un dernier cadeau d'Hélène envoyé d'une manière que je n'attendrai jamais. » Catherine sentit des larmes monter à ses yeux. « Je prendrai bien soin de cet enfant, » promit-elle. « Et je ferai de mon mieux pour être une bonne maîtresse de cette maison, pour honorer la mémoire de votre épouse. »« Vous le faites déjà, » répondit Auguste, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, il lui prit la main et la serra un instant. « Vous avez ramené la vie dans cette maison, vous avez ramené l'espoir. » Ce fut 3 jours après cette conversation que les douleurs commencèrent. C'était un samedi matin et Catherine aidait Madame Julie à préparer des confitures lorsqu'elle sentit la première contraction. Elle pensa d'abord que ce n'était qu'un inconfort normal de grossesse avancée, mais la douleur revint plus forte 20 minutes plus tard. « Madame Julie » appela-t-elle, sa voix révélant son nervosité. « Je crois que c'est le moment. » Madame Julie laissa immédiatement tomber ce qu'elle faisait. « Bon sang, vous avez mal. Combien de temps entre les contractions ? » « 20 minutes, je crois. »« Alors nous avons encore le temps, » dit Madame Julie, prenant le contrôle de la situation avec le calme de celle qui avait vu de nombreuses naissances. « Allons la conduire dans la chambre. Je vais envoyer chercher le docteur Henri et Madame Sophie, la sage-femme. Tout ira bien. » Catherine fut conduite dans la chambre qu'elle occupait depuis son arrivée au domaine. Madame Julie l'aida à s'allonger, changea ses draps pour des propres, prépara des bassines d'eau tiède et des linges propres. Auguste apparut à la porte, le visage pâle d'inquiétude. « Comment va-t-elle » demanda-t-il à Madame Julie. « Elle va bien. Les douleurs viennent de commencer, cela peut encore prendre des heures. Allez-vous appeler le docteur ? » « J'ai déjà envoyé Pierre le chercher. » Il regarda Catherine, allongée dans le lit, le visage contracté par une autre contraction. « Allez-vous bien ? Avez-vous besoin de quelque chose ? » « Je vais bien, » parvint à dire Catherine entre de profondes respirations. Juste effrayée, Auguste entra dans la chambre et s'agenouilla à côté du lit, lui prenant la main. « Vous êtes forte.
Vous avez survécu à des choses terribles. Vous survivrez à cela aussi, et je serai là tout le temps. » Le travail dura 12 heures. Le docteur Henry arriva après 2 heures et examina Catherine, déclarant que tout progressait normalement. Madame Sophie, la sage-femme, arriva peu après, une femme expérimentée de 50 ans qui avait déjà mis au monde plus de 200 enfants. Les heures passèrent lentement, marquées par des contractions de plus en plus fréquentes et intenses. Catherine suait, criait, pleurait. Madame Julie resta à ses côtés tout le temps, essuyant son visage avec des linges humides, murmurant des mots d'encouragement. Auguste resta à l'extérieur de la chambre, comme il était approprié pour un homme. Mais Catherine pouvait l'entendre faire les 100 pas dans le couloir, clairement angoissée. Quand le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rouge, Madame Sophie annonça finalement « C'est l'heure. La tête couronne déjà. Une dernière poussée, Madame Catherine. Allons-y, courage !» Catherine rassembla toutes les forces qui lui restaient et poussa. Elle sentit quelque chose se rompre en elle. Elle sentit la pression insupportable. Et puis, soudain, le soulagement et ensuite, le plus beau son du monde. Le cri aigu d'un nouveau-né. « C'est une fille !» annonça Madame Sophie, soulevant le bébé pour que Catherine le voie. Une belle et saine petite fille. Catherine s'effondra en larmes d'épuisement et de joie. Madame Sophie coupa le cordon ombilical, nettoya le bébé et l'enveloppa dans un linge propre avant de le placer dans les bras de Catherine. L'enfant était petite, mais parfaitement formée, avec une touffe de cheveux foncés, les yeux fermés, de minuscules petites mains qui s'ouvraient et se fermaient. « Bonjour, ma petite » murmura Catherine en embrassant le front du bébé. « Bonjour, ma fille, tu es en sécurité maintenant. Ta mère est là. » Madame Julie ouvrit la porte et appela Auguste. « Monsieur, voulez-vous connaître votre fille ?» Auguste entra dans la chambre et Catherine vit des larmes dans ses yeux alors qu'il s'approchait du lit. Il regarda le bébé avec une expression d'étonnement absolu, comme s'il voyait un miracle. « Elle est parfaite, » murmura-t-il. « Absolument parfaite. »« Voulez-vous la tenir ?» demanda Catherine. Avec les mains tremblantes, Auguste prit l'enfant dans ses bras. Le bébé cessa de pleurer presque immédiatement, comme s'il reconnaissait la sécurité de cette étreinte. Auguste la berça doucement, une larme coulant finalement sur son visage. « Bienvenue au monde, petite !» dit-il d'une voix étranglée. « Bienvenue chez vous. »« Comment allons-nous l'appeler ?» demanda Catherine. Auguste la regarda, puis reporta son regard sur le bébé. « Que diriez-vous d'Hélène? En hommage à ma première épouse, elle aurait adoré cet enfant. » Catherine sentit son cœur se serrer d'émotion. Hélène Dubois est parfait. Les mois suivants furent une profonde transformation. La petite Hélène était un bébé sain et tranquille, qui dormait bien et tétait bien. Catherine se remit rapidement de l'accouchement et assuma pleinement son rôle de maîtresse du domaine de Sainte-Croix. Elle réorganisa toute la maison, embaucha 2 domestiques supplémentaires pour aider Madame Julie, qui devenait trop âgée pour les travaux lourds. Elle planta un jardin de fleurs qui fleurit glorieusement au printemps. Mais la plus grande transformation se produisit entre Catherine et Auguste. Ce qui avait commencé comme un accord pratique, un mariage de convenance pour résoudre des problèmes mutuels, se transforma lentement en quelque chose de plus profond. Ils dînaient ensemble tous les soirs, parlant de la journée, des projets pour le domaine, de la petite Hélène, partageant de petits moments, un rire à propos de quelque chose de stupide, un regard qui durait un peu plus longtemps que nécessaire, des mains qui se touchaient en passant des documents ou en prenant le bébé. Ce fut par une froide nuit de juin, 8 mois après le mariage, que tout changea définitivement. Catherine était dans la chambre d'Hélène, berçant le bébé qui pleurait à cause de coliques quand Auguste apparut à la porte. « Besoin d'aide ?» demanda-t-il. « Elle a mal au ventre », dit Catherine, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Rien de ce que je fais ne semble aider. » Auguste entra et prit Hélène de ses bras. Il commença à marcher dans la pièce, berçant le bébé contre sa poitrine, produisant un son doux et rythmique.
À la surprise de tous les deux, Hélène cessa de pleurer presque immédiatement, se détendant contre la large poitrine d'Auguste. « Comment avez-vous fait ça ?» demanda Catherine, émerveillée. « Je ne sais pas, » répondit Auguste avec un petit sourire. « Peut-être aimait-elle simplement changer de bras ?» Ils restèrent là un instant, observant le bébé s'endormir enfin. Ce fut Catherine qui parla la première, sa voix basse pour ne pas réveiller Hélène. « Auguste, il faut que je vous dise quelque chose. » Elle commença, sentant son cœur battre plus vite. « Je sais que notre mariage était un accord. Je sais que vous avez fait cela par bonté pour m'aider, mais je ne peux plus faire semblant que ce n'est que cela pour moi. » Auguste la regarda, attendant qu'elle continue. « Je suis tombée amoureuse de vous, » avoua Catherine, les mots sortant dans un murmure. « Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être est-ce venu petit à petit, dans chaque petite gentillesse, dans chaque conversation, dans chaque moment où vous avez tenu Hélène, comme si elle était vraiment votre fille. Je sais que vous aimez encore Hélène, votre première épouse, et je n'attends pas que vous. » Catherine. Auguste l'interrompit doucement. « Pensez-vous que je ne vis encore que dans le passé, que je ne remarque pas comme vous avez illuminé cette maison, comme vous avez ramené la vie dans un endroit qui était mort ?» Il plaça soigneusement le bébé endormi dans le berceau, puis il se tourna vers Catherine et lui prit les mains. « J'aimerais toujours Hélène. Elle fut une partie importante de ma vie, mais elle est partie, et vous êtes ici, vivante, réelle, apportant une joie que je pensais ne plus jamais ressentir. Je suis moi aussi tombé amoureux de vous, Catherine. J'ai essayé de lutter contre cela, pensant que ce serait déloyal envers la mémoire d'Hélène, mais j'ai alors réalisé qu'Hélène aurait voulu exactement cela. Elle n'aurait jamais voulu que je vive seul et triste le reste de ma vie. » Il se pencha et embrassa Catherine, non pas sur le front, comme il l'avait fait le jour de leur mariage, mais sur les lèvres. Ce fut un baiser doux, tendre, chargé de promesses d'un avenir partagé. Cette nuit-là marqua le véritable début de leur mariage. Non plus un accord de convenance, mais une union d'amour véritable, construite sur le respect, la camaraderie et une affection sincère. Les années suivantes furent d'un bonheur tranquille. Le domaine de Sainte-Croix prospéra sous l'administration d'Auguste et Catherine. La petite Hélène grandit forte et en bonne santé, une fille intelligente, aux cheveux sombres et au sourire radieux. À 3 ans, elle courait dans les jardins du domaine, poursuivant les poules et riant à gorge déployée. À 5 ans, elle aidait déjà sa mère à cueillir des herbes du jardin. À 7 ans, elle accompagnait son père lors des inspections du domaine, montée sur un poney doux qu'Auguste avait acheté spécialement pour elle. Catherine n'eut jamais d'autres enfants. Il y eut une grossesse quand Hélène avait 4 ans, mais elle perdit le bébé au 3e mois. Ce fut dévastateur, mais Auguste la consola, lui rappelant qu'ils avaient déjà Hélène et qu'elle était une bénédiction suffisante pour une vie entière. Les commérages sur le mariage précipité finirent par s'éteindre. Voyant l'amour sincère entre Catherine et Auguste, même les commères les plus féroces durent admettre qu'elles avaient peut-être mal jugé la situation. Madame Marianne, l'épouse du juge, alla même jusqu'à s'excuser des années plus tard, admettant qu'elle s'était trompée dans ses jugements. Vincent Fournier ne réapparut jamais. On raconta par des tiers que la famille Fournier avait déménagé dans une autre région après que Joachim eut perdu son emploi. Leurs mauvaises actions revinrent les hanter de manière qu'ils n'auraient jamais imaginées. Madame Julie vécut jusqu'à 75 ans. Assez longtemps pour voir Hélène grandir et devenir une jeune fille instruite et douce. Quand elle décéda, elle fut enterrée dans le petit cimetière du domaine avec une pierre tombale qui disait « Julie Leclerc, mère de cœur pour tous ceux qui passèrent par sa cuisine ». Hélène grandit sans jamais connaître la vérité complète sur ses origines. Pour elle, Auguste fut toujours son père, le seul père qu'elle ait jamais connu. Catherine avait décidé de dire la vérité quand sa fille serait plus âgée, mais Auguste la convainquit du contraire. « Elle n'a pas besoin de savoir, dit-il. Cela ne changerait rien.
Je suis son père dans tous les sens qui comptent. Je l'ai élevé, je l'ai aimé, je lui laisserai tout. Le sang ne fait pas une famille, l'amour le fait. » Et il avait raison. Hélène grandit aimée, en sécurité, heureuse. Elle devint une jeune femme belle et intelligente, qui à 18 ans épousa un jeune avocat de bonne famille. Elle eut 3 enfants, donnant à Catherine et Auguste les petits-enfants qu'ils avaient toujours désirés. Catherine vécut jusqu'à 72 ans. Elle décéda par un après-midi tranquille d'automne, assise sur la véranda de la grande maison, regardant les jardins qu'elle avait plantés des décennies auparavant. Auguste était à ses côtés, lui tenant la main, comme il l'avait fait dans tant de moments importants de leur vie. Avant de partir, elle le regarda et murmura « Vous m'avez sauvé la vie ce jour-là. Vous nous avez sauvés, Hélène et moi. Vous nous avez donné un foyer, une famille, de l'amour. Comment puis-je vous remercier pour cela ?» Auguste, maintenant âgé de 84 ans, les cheveux complètement blancs, mais les yeux toujours brillants, lui serra la main. « Vous m'avez remercié chaque jour, avec chaque sourire, avec chaque moment de bonheur que nous avons partagé. Vous avez transformé cette maison en un vrai foyer. Vous m'avez donné une raison de vivre à nouveau, c'est moi qui devrais vous remercier. » Catherine sourit, ferma les yeux et partit en paix, entourée de l'amour qu'elle avait bâti, de la famille qu'elle avait créée, du legs qu'elle laissait. Auguste la suivit 6 mois plus tard, incapable de vivre sans la femme qui avait ramené la lumière dans sa vie. Ils furent enterrés côte à côte dans le cimetière du domaine, sous un arbre touffu. Une unique pierre tombale marquait leur tombe, Catherine et Auguste Dubois, unis par la Providence, unis par l'amour, unis pour toujours. Hélène garda le domaine de Sainte-Croix dans la famille. Ses enfants grandirent en entendant l'histoire de leur grand-mère Catherine, de la femme forte qui avait été abandonnée enceinte et avait trouvé non seulement un abri, mais un amour véritable dans l'endroit le plus inattendu. C'était une histoire qui se transmettait de génération en génération, rappelant à tous que parfois le désespoir n'est que le prélude à quelque chose de merveilleux, que la gentillesse existe même dans les moments les plus sombres, que la famille n'est pas définie par le sang, mais par l'amour et le choix. La maison où Catherine avait été abandonnée, cette vieille construction en pisé qui avait failli devenir sa tombe, fut finalement démolie. Mais à sa place, Hélène planta un jardin de roses blanches en mémoire de la mère qui avait survécu à l'impossible. Et encore aujourd'hui, lorsque le vent souffle fort sur ces terres, on dit que l'on peut encore sentir quelque chose dans l'air. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de la douleur, c'est de l'espoir. L'espoir que Catherine a porté même dans les moments les plus sombres. L'espoir qui l'a maintenue en vie quand tout semblait perdu. L'espoir qui s'est transformé en amour, en famille, en un héritage qui a duré des générations. Catherine entra dans cette maison abandonnée comme une femme brisée, sans rien, sans personne, espérant juste survivre un jour de plus. Mais elle en sortit transformée, non pas parce qu'elle trouva de l'or ou des richesses matérielles, mais parce qu'elle trouva quelque chose de bien plus rare, un homme d'honneur qui vit au-delà des apparences et offrit non seulement un abri, mais de la dignité. Et ce qui commença comme un accord pratique s'épanouit en l'amour le plus vrai qu'ils aient tous deux connu. Parfois, les moments les plus désespérés de notre vie ne sont que le début d'une histoire que nous ne savons pas encore, que nous écrivons. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un « j'aime ». Abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Dans les commentaires, dites-moi, croyez-vous que les pires moments peuvent être le début de quelque chose de mieux? J'ai déjà une autre histoire incroyable qui vous attend. Cliquez ici et rejoignez-moi dans ce prochain voyage. Monsieur